Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de La vie devant nous, chaque dimanche, avec nos invités qui sont là. Eh bien on va vous donner envie de bien vivre votre âge avec le sourire, c'est important. Cette émission elle est faite pour tout le monde en fait, que vous soyez enfants, parents, grands-parents et même arrière-grands-parents que l'on salue. Alors ici on partage des histoires de vie, des témoignages, on va en avoir, et puis des conseils concrets pour mieux vivre ensemble à tous les âges de la vie. Alors avec des grandes questions, mange-t-on vraiment comme il faut pour bien vieillir? Les pièges alimentaires les plus fréquents après 50 ou 60 ans. Et puis on va s'intéresser à la vie dans nos territoires. On en parle avec justement l'isolement, la ruralité, et puis comment maintenir justement l'accès aux soins pour notamment pour tous les aînés, avec notamment un tissu associatif. On va parler de la lutte contre les déserts médicaux. Voilà des questions concrètes que nous allons aborder ce dimanche. Et si bien vieillir commençait tout simplement dans notre assiette. Sud Radio, la vie devant nous. Et on reçoit Aline Victor, alors qui est diététicienne spécialisée en gérontologie, pour parler justement nutrition, et un sujet qui nous concerne tous en fait, le lien entre nutrition et vieillissement. Alors on entend souvent dire que l'alimentation est notre premier médicament. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Bonjour Aline. Alors le seul non, mais en tout cas elle y contribue en tout cas, puisque la santé globale intègre la santé physique, la santé sociale et la santé, bien sûr, mentale. Et donc, l'alimentation est un des piliers de ces déterminants de santé. Donc, bien évidemment, elle y contribue. Alors, quels sont les principaux risques liés à une alimentation en fait, qui est inadaptée chez les seniors? Alors, on va bien sûr parler des seniors. Donc, la principale risque d'une alimentation, c'est qu'elle soit insuffisante. Avec le principal enjeu, c'est la dénutrition qui touche aujourd'hui 2 millions de personnes en France. Et cette dénutrition, eh bien, elle est liée à une perte de masse musculaire, qui fait que si on perd trop de masse musculaire, eh bien, on perd en autonomie. C'est pour tout le monde ça, même si on fait du sport. En fait, tous les ans, on perd de la masse musculaire. Alors, on perd de la masse musculaire à partir de 50 ans. Il faut savoir que... Moi, c'est fait. Et oui, c'est physiologique. Et donc, cette masse musculaire, si on ne l'entretient pas à la fois en faisant de l'activité physique, tout simplement en marchant quotidiennement, mais aussi en mangeant suffisamment, et notamment en mangeant suffisamment de la protéine, cette masse musculaire, elle fond, et c'est ce qui nous fait perdre notre autonomie. Quels sont les premiers signaux en fait, d'alerte auxquels les familles, ou en tout cas nous, seniors, on doit être attentif? Alors, première alerte, c'est la perte d'appétit. Une personne, un senior qui dit qu'elle mange moins, qu'elle a moins envie de manger, que les frigos se vident, ça c'est le premier point d'alerte. Le deuxième, c'est une fatigue physique persistante, une personne qui a du mal à marcher, qui a du mal à descendre ses escaliers, qui va ralentir dans ses mouvements, c'est un signe d'alerte. Et puis le troisième, qui est hyper important, et je pense que c'est un sujet que tout le monde parlera aujourd'hui, c'est le lien social. Une personne qui s'isole, qui subit l'isolement, reste chez elle, c'est un troisième risque d'alerte. Alors, on va peut-être parler aussi des mythes, parce qu'on entend plein de choses, des régimes, ou c'est pas grave si tu manges pas, etc. Quelles sont les idées reçues qu'il faut déconstruire? Alors le premier qui est le plus connu, c'est on mange moins quand on vieillit. Donc non, au contraire, les besoins, et notamment les besoins en calories et en protéines, augmentent avec l'âge, parce que justement, il faut maintenir cette masse musculaire. Le deuxième, il faut être mince pour être en bonne santé. Donc du coup, bien sûr, ça pousse les gens à vouloir faire des régimes amaigrissants, même après 60 ans, 70 ans. Donc non, le poids n'est pas un indice de santé. Au contraire, même le fait d'avoir un peu d'embonpoint avec l'âge, c'est plutôt protecteur. Ça me rassure, ça. Donc, dites-moi, vous allez revenir tous les dimanches. Donc voilà. Et puis un des idées reçues qui est vraiment propre à l'alimentation, c'est le pain, le chocolat fait grossir. En fait, il n'y a aucun aliment qui fait grossir. C'est plutôt l'excès versus une dépense énergétique moindre qui fera grossir. Mais il n'y a aucun aliment qui fait grossir. Et alors, sauter un repas, parce qu'on parle aussi de trop manger. Donc, on voit énormément de rubriques dans les journaux, etc., sur justement sur 2 repas seulement. Quels sont les 2-3 conseils qu'on peut donner là? Alors, chez les personnes âgées, on va vraiment éviter de sauter des repas. C'est d'ailleurs un des signes d'alerte quand on mange
moins de 2-3 repas par jour. Par contre, ce qu'on va essayer, c'est vraiment de densifier nutritionnellement les repas, d'avoir des repas qui soient suffisamment denses en protéines, en calories. Donc pas hésiter, si la personne n'a pas des capacités à manger des gros appétits, de fractionner l'alimentation ou au contraire d'avoir des petits volumes avec une forte densité nutritionnelle. D'accord, écoutez, et peut-être un dernier conseil pour nos auditeurs. Alors, pensez bien aussi à manger varié, parce que la variété fera qu'on va assurer une bonne couverture nutritionnelle en micronutriments et macronutriments. Vous allez revenir de toute façon pour des petits conseils santé, notamment sur les compléments alimentaires. Merci beaucoup Aline, Victor. Bien vieillir aussi, ça passe par des gestes simples, quotidiens dans notre alimentation. C'est précisément justement le sujet de notre grand invité. Si bien vieillir dépendait aussi du territoire dans lequel on vit. Sud Radio, la vie devant nous. On reçoit Guillaume Rodelet, directeur général de Famille Rurale, le premier mouvement familial de France, très engagé dans l'accompagnement justement des habitants dans les territoires ruraux. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, c'est quoi un territoire rural ? Parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu complexe. Territoire rural, il y a une définition de l'INSEE qui parle de la densité de population, de la proximité d'une zone d'emploi. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il y a 88% des communes qui sont classées en territoire rural en France, et ça représente 33% de la population. Oui, donc c'est quand même pas rien. C'est pas rien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 25 000 communes de moins de 1000 habitants. Et parmi celles-là, 18 000, moins de 500 habitants. Donc ça, c'est vraiment le paysage français. On a des petites communes. Et d'ailleurs, on donne un petit clin d'œil ce dimanche aux maires, puisque c'est 50% des maires qui ont plus de 60 ans, en fait, qui sont des seniors, et heureusement qu'ils sont avec nous. Alors, l'isolement est-il aujourd'hui une principale préoccupation des seniors, justement, avec cette problématique de ruralité ? Alors, effectivement, dans la ruralité, on a un sentiment d'isolement qui peut progresser, puisqu'on a 20 000 communes où il n'y a plus du tout de commerce de proximité. Donc évidemment, quand il n'y a plus de commerce, il y a moins de raisons de se déplacer, de sortir, de voir du monde. Voilà, ça peut être effectivement un enjeu. Alors à Famille Rurale, on travaille là-dessus, on lutte contre l'isolement avec les actions qu'on engage justement, au quotidien. on parlait des actions, mais Famille Rurale, c'est quoi ? Allez, alors Famille Rurale, c'est une fédération d'associations. Il y a 1700 associations qui sont réparties sur tout le territoire, dans les communes rurales principalement. Du coup, on touche 10 500 communes. Et Famille Rurale, c'est une association, donc ça fonctionne avec des bénévoles, 20 000 bénévoles et à peu près autant de salariés. Alors, justement, association, 20 000 bénévoles, 20 000 salariés ? Oui. Ouais, donc c'est quand même une association assez importante, et vous êtes sur tout le territoire. Alors tout le territoire dans l'Hexagone et en Outre-mer. D'accord. Quels sont les besoins justement qui remontent le plus souvent du terrain, et quelles sont les actions que vous portez ? Alors Famille Rurale, c'est une association familiale, vous l'avez dit, c'est une association de défense des consommateurs et une association d'éducation populaire et de jeunesse. Donc à Famille Rurale, on s'occupe de tout ce qui concerne la famille. Donc les besoins, c'est les besoins de garde, petite enfance, c'est des besoins d'animation sur l'enfance. On s'occupe aussi des adolescents. Il y a 4000 clubs sport, culture, loisirs qui proposent toutes sortes d'activités. Un appui évidemment aux personnes à domicile, personnes âgées ou en situation de handicap, et on a des actions du quotidien. Voilà, par exemple, ça fait 80 ans que Famille Rurale existe. On a toujours été écrivain public. Ces dernières années, on est devenu écrivain public numérique. Et c'est excellent. Donc vous vous déplacez, vous êtes présent dans toutes les communes rurales, pour justement accompagner les Français qui sont un peu loin du numérique et qui ont besoin d'une aide. Exactement, on a créé 200 points de médiation numérique ces dernières années, dont une partie sont itinérants, puisqu'évidemment il faut aller vers les publics pour pouvoir mettre ça en place. On a par exemple dans l'Indre la Ruralinette, qui est un camion, joli, ça, une camionnette itinérante, voilà, dans lequel vous pouvez faire vos démarches administratives. Donc la Ruralinette se déplace de village en village, va à la rencontre des habitants pour les aider dans leurs démarches du quotidien. Comme avant, en fait. On connaissait le fromager. Exactement. Ils se déplaçaient en camionnette pour livrer, etc. Et alors, moi, je suis ravi que vous soyez présent sur Sud Radio, parce que on est présent dans tous les territoires. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup entendu parler de votre engagement, et pourtant il est national, et avec tous les services que vous délivrez.
Pourquoi, à votre avis, pourquoi justement il n'y a pas assez de connaissance des services que vous proposez? C'est pas relayé par les mairies? Comment vous organisez pour... En réalité, on travaille beaucoup avec les mairies, notamment dans ces communes de moins de 500 ou moins de 1000 habitants où les mairies ont besoin finalement de s'appuyer sur le tissu associatif pour rendre des services. L'action est très locale en réalité. Donc voilà. Et comme on fait énormément de choses, c'est assez diffus. Et pour bien comprendre l'ADN de Famille Rurale, c'est que tout part des besoins sur les territoires, et ce sont les habitants qui se regroupent dans une association pour se rendre les services dont ils ont besoin. Donc ça se fait assez modestement, j'allais dire, c'est-à-dire sans exagérer ou sans vouloir en mettre plein la vue, mais on est vraiment sur l'action de terrain au quotidien pour se rendre service les uns les autres. Non, vous êtes très humble, hein, mais en fait c'est très efficace. Vous êtes parti du modèle inversé, c'est-à-dire que vous avez préféré, un peu comme une coopérative en quelque sorte, identifier les besoins au plus près des habitants avant de faire une grande campagne de publicité en fait descendante. En fait, ce qui compte pour Famille Rurale, c'est le résultat directement auprès des habitants plutôt que d'essayer de faire une grande campagne de communication. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio. On revient tout de suite après la pause. On va parler justement des aides, des solutions, et puis aussi comment lutter contre les déserts médicaux. À tout de suite. Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être. Sofinco présente Sud Radio, la vie devant nous. De retour sur Sud Radio, vous êtes toujours dans La vie devant nous, hein, votre émission qui casse des clichés sur les seniors et pas que. Nous sommes toujours avec Guillaume Rodelet, qui est directeur général de Famille Rurale, le premier mouvement familial de France, très engagé dans l'accompagnement justement des habitants et qui sont dans les territoires ruraux. Alors, est-ce que vous pensez que notre société elle est prête à faire face au vieillissement de la population? Je suis pas sûr qu'on soit tout à fait prêt aujourd'hui à faire face à ce vieillissement. En tout cas, il y a besoin de prendre cette question vraiment à bras-le-corps. Et vous pensez aussi que le regard porté sur les seniors évolue positivement? Ouais. Vous êtes dubitatif là. Je suis dubitatif, disons. Je pense qu'on est quand même dans une société qui a tendance parfois à opposer les générations. Et on a, en tant qu'association familiale, évidemment, on observe la courbe de la natalité qui baisse beaucoup et qui va inverser véritablement le poids des générations. Donc on voit que vous êtes sur le terrain, que vous mutualisez des actions, que vous couvrez énormément de services. Comment vous voyez en fait cette notion de mieux valoriser la place des seniors dans la société? La question, c'est donner la possibilité de rester engagé, utile. Ça, c'est un des grands enjeux pour nous, c'est-à-dire de pouvoir se sentir valorisé, utile, reconnu, en donnant une place, en fait, en donnant la possibilité de continuer à agir. Parce que vous avez 20 000 salariés, mais aussi la même chose en bénévolat, 20 000 bénévoles. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, vous avez des problèmes pour recruter pour des bénévoles? Alors ça, c'est un des sujets, comme beaucoup d'associations, de renouveler les équipes bénévoles qui sont, comme la population, parfois un peu vieillissante. Mais nous, on a beaucoup de bénévoles qui sont des retraités. Et c'est pour eux une possibilité finalement de s'engager, de poursuivre une action sociale au quotidien sur le territoire, très ancrée sur le territoire. Comment on fait pour, si j'ai envie d'être bénévole, je suis retraité, je vais sur ma mairie, Internet, comment ça se passe? Voilà. Ouais. Alors déjà, si j'ai des associations dans mon village, je peux aller à la rencontre, hein, parce que ce soit Famille Rurale ou d'autres associations, il y a toujours des besoins. La mairie est souvent un lieu où on peut indiquer, et puis vous pouvez trouver sur le site Internet de Famille Rurale, en effet, l'ensemble de nos implantations et en fonction du lieu où vous vivez, trouver l'association la plus proche de chez vous. Mais c'est quoi les leviers prioritaires pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées dans les années à venir? Déjà là, peut-être tout de suite, c'est les leviers où vous sentez qu'on est un peu loin en France, entre guillemets, de la balle.
et puis ceux qui vont devenir véritablement prioritaires dans les 2-3 ans? Pour nous, la qualité de vie, ça passe déjà par le lien social, la relation, et c'est le travail que fait Famille Rurale de créer des structures de proximité, des activités pour maintenir ce lien, donner la possibilité de s'engager, de participer. Je pense qu'il y a tout un sujet pour nous sur la prévention. Voilà, on a notamment une action, on rejoint un peu le sujet précédent sur l'alimentation, sur l'alimentation, et on sait que la façon de s'alimenter, alors nous, on est des promoteurs du programme national Nutrition Santé, voilà, pour préserver son capital santé. Donc tous ces éléments-là. On a aussi toute la question. Et vous connaissez Aline. Voilà. Et se maintenir évidemment en forme avec toutes les activités qui permettent de bouger, toutes les activités sportives, de gym douce, etc. qu'on propose sur le territoire. Ouais. Et toutes les actions que vous menez sont gratuites en fait. Alors, oui, en fait, on adhère à Famille Rurale, et dans les 4000 clubs sport, culture, loisirs, il peut y avoir une participation, mais souvent modique, pour participer à l'activité, quand notamment on recrute un animateur, un prof de yoga, un prof de musique. Vous vous occupez de tout, donc ça va de la petite enfance, c'est ça? J'ai bien entendu tout à l'heure. Jusqu'à la fin de la vie, c'est Famille Rurale. D'accord, et donc, bon dimanche, c'est sympa. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est donc activité culturelle. On a parlé de l'accompagnement pour tout ce qui est digital, lorsqu'on a un peu quelques retards. Les voyages aussi? Alors, on a des associations, évidemment, qui organisent des voyages, des visites, de la découverte. Et on a aussi des activités de mobilité, parce que ça, c'est un des vrais, j'allais y venir, un des vrais enjeux actuels sur les territoires ruraux. Ouais, et comment vous faites concrètement pour la mobilité? Parce que ça, c'est terrible. Il y a de moins en moins de personnes, en fait, d'aînés qui sont amenés à conduire. Le permis à vie n'existe plus. Quel dispositif vous mettez en place? Alors nous, on a des dispositifs de transport solidaire. D'accord. Voilà, pour les petits trajets du quotidien. Donc, quand vous habitez dans une commune rurale et que vous êtes et vous avez des revenus modestes, que vous ne conduisez plus, en fait, les associations qui font le transport solidaire proposent aux personnes d'être transportées par un bénévole. Voilà, donc on est à la fois dans l'entraide de voisinage, et ça permet d'aller faire ses courses. Voilà, les commerces sont à peu près à 20 minutes aller-retour de chez soi, d'aller à la pharmacie chercher les médicaments, ou d'aller rendre visite à un proche. Voilà, donc ce sont des chauffeurs bénévoles qui rendent service, qui prennent de leur temps pour ça. C'est génial, vous nous donnez du soleil, ça tombe bien, il fait beau sur toute la France. Alors, allez, en quelques secondes, si vous aviez un message à adresser aux décideurs publics, ce serait quoi là-bas? Il y a bientôt les présidentielles, c'est quoi? Dans les messages... Allez, soutenir la vie associative, parce qu'évidemment, c'est dans les solidarités du quotidien, au plus proche des gens, qu'on peut répondre à beaucoup de problématiques locales. Et voilà, aujourd'hui, le secteur associatif se sent en danger, pas toujours soutenu. Et donc, s'il y avait un message aujourd'hui, ce serait celui-là. Merci beaucoup Guillaume Rodelet. Je rappelle, vous êtes directeur général de Famille Rurale. Allez sur son site internet. Et justement, si l'accès aux soins devenait l'un des grands défis du vieillissement. Sud Radio, la vie devant nous. Eh bien, on a le plaisir de recevoir François Bertin. Vous êtes médecin, cardio-gériatre et président fondateur de SAM. Vous nous expliquez juste très vite ce que c'est. Mais c'est une structure spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour lutter justement contre les déserts médicaux. Et c'est terrible. Et ça fait un peu le lien avec Famille Rurale. Alors, beaucoup de déserts médicaux, comment vous voyez le sujet? Et puis vous nous expliquerez justement ces lettres SAMM, ce que c'est. Bonjour, docteur. Bonjour Laurent, bonjour à tous. J'avais envie de démarrer par un petit témoignage, parce que en France aujourd'hui, on parle de désert médical et on parle assez peu d'utilité de temps médical. Et j'aimerais simplement partager le fait que aujourd'hui, là, j'ai appelé un médecin que je connais bien qui travaillait dans un milieu très urbain, puisque c'était dans le 78, et elle avait son cabinet là, et puis elle a fait le choix de partir dans le nord de la Bourgogne, donc dans un environnement où
le taux de médecins est extrêmement faible. Et 2 chiffres qu'elle me donne, la question que je lui ai posée, c'est quel est aujourd'hui ton sentiment d'utilité médicale ? Est-ce que tu as le sentiment d'être plus utile là où tu es que là où tu étais ? Et la réponse a été immédiate, x 30. Fois 30. Voilà. Et pourquoi ? Parce que quelque part, ce que je faisais, une fois sur 2, ça avait probablement peu d'utilité. Ici, il y a une dette de soins, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas soignées correctement, qui est énorme. Et donc, en fait, l'écart, enfin, ce que j'apporte a une valeur énorme parce que, voilà, si j'étais pas là, il y a des personnes qui maintiendraient des tensions catastrophiques, donc qui feraient des AVC, etc., etc. Alors même que le temps que je passais en ville était un temps où il fallait que je fasse un certificat, etc. Je voyais des personnes avec une utilité qui était très limitée. Et ça rejoint le rapport du Sénat de 2022, où voilà, il est clairement écrit que la médecine générale aujourd'hui en France est en souffrance, qu'il y a pratiquement 1 médecin sur 2 qui sont en burn-out, et qu'il y a un vrai sujet d'utilité médicale. La consultation moyenne en Ile-de-France, on est à 7 minutes. Donc avec une utilité, on se demande ce qu'on fait, particulièrement avec les personnes âgées. Et justement, face à ce constat, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors justement, c'est mon deuxième chiffre, puisqu'elle a connu l'entreprise dont on parle, qui s'appelle le service d'aide à la maison avec votre médecin, qui est un service qui permet en fait c'est une association de médecins exactement, qui s'appelle le Collège médical du prendre soin. C'est des médecins généralistes qui aujourd'hui refusent justement de rentrer dans cette, je dirais, industrialisation de leur pratique pour avoir une médecine utile vers des personnes âgées qui aujourd'hui sont en rupture de soins. Et le modèle innovant, c'est de permettre à un médecin généraliste d'avoir une équipe d'auxiliaires de vie qui ne sont pas des professionnels de soins, et qui sont là et qui tournent tous les jours, et qui sont là pour ses patients à lui, exclusivement, parce que ça va lui permettre à lui. C'est original comme système. Oui, en fait, ça amène énormément de valeur, à la fois auprès du médecin, puisque ça veut dire que lorsqu'il va faire une visite, en fait, il est attendu. Et comme il est attendu, ça va très vite. Non seulement ça va très vite, ensuite il est sûr que ce qu'il va faire va effectivement être suivi. Et ça va même changer sa vision du contexte, puisque si par exemple on prend quelqu'un qui a perdu 5 kilos en un mois, alors même que les auxiliaires de vie lui donnaient à manger correctement, alors même qu'elle lui faisait les recettes qu'elle préférait quand elle était enfant, donc on est sûr qu'il y a eu un apport nutritionnel. En médecine, on sait que voilà, si c'est pas un problème nutritionnel, c'est un problème d'hydratation. S'il y a un problème d'hydratation, il y a probablement une infection. Et donc le réflexe d'un médecin traitant aujourd'hui, c'est d'envoyer aux urgences. Sauf qu'avec ce système-là, avec ces auxiliaires de vie, il va pouvoir leur dire, écoutez, demain, il va falloir que vous m'organisiez un certain nombre d'examens. Et vous me rappellerez pour pouvoir me dire effectivement ce qui se passe. Et donc il y a toute cette coordination entre, je dirais, les 2 bouts de la chaîne. D'un côté le prescripteur et de l'autre côté le prendre soin, l'aide, qui permet au milieu d'avoir un écosystème avec les infirmières, avec les kinés, avec les ambulanciers, avec les chirurgiens, qui fluidifie de façon massive toute la chaîne du soin. Je comprends votre engagement. Non, mais on a bien compris en fait que ce dispositif, vous le lancez. Vous allez revenir pour justement avec un peu plus d'expérience, puisque ça va être développé partout en France dans justement la ruralité et là où il y a plus de médecins. Vous reviendrez bientôt. C'est très intéressant ce que vous avez lancé. Merci beaucoup, docteur. Ça fonctionne, François Laurent. Ça fonctionne. Pas encore beaucoup en rural, mais beaucoup en ville. Et si les personnes veulent avoir quelques informations, il faut aller sur le site samm.care, care comme le soin en anglais. Et ça permet de bien comprendre un petit peu tout le concept. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, excellent dimanche avec toutes ces informations. Merci à nos invités. Merci aussi de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Christophe Debien pour la planète demain. Très important sur Sud Radio de se prendre soin de notre planète. Rendez-vous dimanche prochain. Et puis pour ceux qui souhaitent écouter ou partager l'émission La vie devant nous en podcast ou en replay, eh bien, elle est sur Sud Radio et sur le site sudradio.fr. Pour dimanche. Sud Radio, la vie devant nous. Avec Sofinco, pensez votre logement pour demain. Travaux, domotique, sécurité, bien-être.